Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel, Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Début ce matin du recensement électoral dans la zone du Grand Lomé et ses environs. C'est donc parti pour une opération nationale qui va s'étendre aux deux autres zones dans les prochains jours. Des femmes formées sur comment diriger après un an de théorie et de pratique. Elles ont reçu hier à la BOAD à Lomé leurs attestations de fin de formation. Invité de ce journal magazine, le colonel Pandjanapo, directeur général de IFAD Barkwasi, il détaille le programme de cet institut et ce qu'on attend à la fin de la formation. Nous écouterons ensuite l'entretien du chef de l'État Faure Essosono Gnassingbé, réalisé jeudi dernier avec deux journalistes. Les sports avec le retour des championnats D1 et D2 à partir de la semaine prochaine. Les échos du palais et la revue de presse complètent le journal magazine pluriel de ce samedi. D'abord, actualité à la présidence de la République. Le chef de l'État, Faure Essosono Gnassingbé, s'est entretenu hier avec le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger. Il s'agit de Madame Sylvie Baipo Témon, qui est porteur d'un message de son homologue centrafricain. Au menu des échanges, la tenue d'une réunion à Lomé et le renforcement des relations de fraternité et de coopération entre le Togo et la République centrafricaine. Sylvie Baipo Témon au sortir de l'audience. Écoutez, oui, je viens d'être reçue en audience par son Excellence le président Faure Gnassingbé. J'ai été porteuse d'un message de félicitations pour la fête nationale du président Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, et également le président Touadéra m'a chargé de transmettre toute sa sympathie à son homologue et à son frère. Et dans le cadre de la visite, de la réunion bilatérale que je vais tenir demain avec mon homologue, de également appuyer la volonté du président Touadéra de renforcer la relation de coopération, l'excellente relation de fraternité que nos deux pays entretiennent. Tenir aussi informé de la situation République centrafricaine et surtout à apporter dans le cadre de cette journée symbolique d'hier qui marque la fête nationale et donc l'indépendance de la République togolaise, d'apporter tout le soutien du président Touadéra justement dans cette marche qui a été celle de l'indépendance, notamment la marche de la souveraineté de l'Afrique, en particulier de la République togolaise, et lui apporter tout le soutien. Son soutien déjà personnel, mais le soutien également du peuple et du gouvernement centrafricain au peuple togolais. Donc l'essentiel du message que j'avais à transmettre et que je me suis chargé de faire lors de l'audience d'aujourd'hui. Et s'il vous plaît, dans quel domaine le Togo et la Centrafrique coopèrent surtout? Écoutez, à aujourd'hui, la coopération entre nos deux pays est à consolider davantage. Nous avons des échanges dans le cadre du transport. Nous avons la compagnie Askai, qui est une des compagnies qui permet à la République centrafricaine de sortir de sa position d'enclavement. Et nous avons des échanges commerciaux, mais qui justement devraient prendre plus d'ampleur. Et c'est pour ça que je suis là, notamment pour transmettre ce message et travailler de manière concrète sur les différents sujets sur lesquels nous pouvons consolider davantage notre relation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le peuple togolais se prépare pour une élection et le recensement électoral pour les élections régionales et législatives prochaines au Togo ont démarré donc aujourd'hui dans la première zone et ce jusqu'au 3 mai 2023. Les citoyens en âge de voter arrivent dans les centres de recensement
et obtiennent leur nouvelle carte d'électeur. C'est ce que nous dit Edmond Soba. Malgré un léger retard, ce recensement prévu pour démarrer à 7 heures a commencé. Certains centres de recensement dans le Grand Lomé ce samedi ont débuté à 10 heures. Le matériel n'étant pas encore arrivé. C'est le cas du centre lycée à Goué-Est, CG Kodioviakopé et EPP Rumpati. Ailleurs, comme EPP Doumassé 1 et 2, le recensement a démarré autour de 8 heures. Les électeurs ont commencé par se faire enrôler. Marumba Mafamba est le chef CLC EPP Doumassé. Pour le démarrage ici, je peux dire que il n'y a pas beaucoup d'attente, mais les gens viennent un à un. Il n'y a pas d'encombrement pour le moment. Donc nous sommes en train d'opérer les cartes. Pour ceux qui sont là pour le moment, quand même, tout va mieux. Il n'y a pas d'influence pour le moment. À l'instant, j'ai 10 cartes avec moi. Oui, il y a encore la liste en attente. Il y a les gens qui viennent. Nous sommes là jusqu'à 16 heures. Certains sont encore dans les rangs pour se faire établir leur carte. D'autres ont déjà obtenu leur nouvelle carte. Au début, les machines ont des difficultés à fonctionner. Avec le temps, ça a démarré. J'ai déjà obtenu ma nouvelle carte d'électeur. Ceux qui sont à la maison actuellement peuvent venir le faire pour éviter l'embouteillage après. Ce recensement continue tous les jours de 7h à 16h du 29 avril au 3 mai. À l'occasion de ce recensement, Yago Dabré, qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, invite les Togolais en âge de voter et respectant les conditions requises à se faire enrôler. Électrices et électeurs, les élections régionales et législatives attendues au cours de l'année 2023 arrivent à grands pas. Leurs préparatifs vont bon train et nous voici à la veille du démarrage du recensement électoral biométrique destiné à l'établissement d'un fichier électoral fiable et crédible, objet du décret numéro 2023-037/PR du 5 avril 2023 portant ouverture et clôture de la période de recensement électoral. Cette opération, qui marque un tournant décisif dans les processus des prochaines élections, est organisée par la Commission électorale nationale indépendante, chargée d'organiser, de superviser et de contrôler les opérations électorales et référendaires. Le recensement a été précédé du choix et de la formation des agents électoraux, de la mise en place des commissions électorales locales indépendantes et des comités des listes et cartes qui constituent des démembrements de la CENI. À titre de rappel, conformément aux dispositions de l'article 40 du Code électoral, le recensement électoral concerne tous les Togolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Ainsi, en vue de mener à bien l'inscription de nos compatriotes remplissant les conditions légales requises, le territoire national a été découpé en 3 zones de recensement électoral comme suit. Zone 1, du 29 avril au 6 mai 2023. Lac 1, 3. Lac 2, 4. Bamono. Vaux 1, 3. Vaux 2, 4. Zio 1, 2. Zio 3, 4. Yoto. Ave. Aguanive 1. Aguanive 4, 6. Aguanive 2, 3, 5. Golfe 1, baie Est. Golfe 2, baie Centre. Golfe 3, baie Ouest. Golfe 4 à Moutivé. Golfe 5 à Flaogakli.
Golfe 6, Baguida. Golfe 7, Aflao, Sagbado. Zone 2, du 13 au 20 mai 2023. Tchamba, Sotubois, Blita, Anié, Ogou 1, 4, Ogou 2, 3, Amou, Ao 1, 2, Ao 3, 4, Est Mono, Moyen Mono, Agou, Cloto, Pelé, Danyi, Wawa, Akebu. Enfin, zone 3, du 27 mai au 3 juin 2023. 5AC, Tonne 1, 4, Tonne 2, 3, Tanjouare, Bengal, Bengal Ouest, Oti, Oti Sud, Kéran, Binan, Doufelgou, Koza 1, 2, Koza 3, 4, Assoli, Dankpen, Bassar 1, Bassar 2, 3, 4, Tchaoudja 1, 2, Tchaoudja 3, 4, Mo. Électrices et électeurs, au nom du bureau exécutif et des membres de la CENI, j'invite les Togolaises et les Togolais, âgés de 18 ans révolus, et qui ne sont frappés d'aucune incapacité prévue par la loi, à se rendre massivement et sereinement dans les centres de recensement et de vote afin de se faire enregistrer et obtenir leur nouvelle carte d'électeur. Chères électrices et électeurs, se faire enregistrer dans un fichier électoral, obtenir une nouvelle carte afin de participer aux opérations électorales en cours est un droit et un devoir citoyen. Ce recensement va se dérouler en toute sécurité. Un exercice de simulation se déroulera d'ailleurs du 2 au 8 mai prochain dans la région de la Kara, plus précisément dans les cantons de Nampoche, Nakitipi et Nakibouré dans la préfecture de Dankbend et Elota dans la préfecture de Kéran. Ce sont donc des exercices destinés à prévenir des catastrophes au Togo. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile exhorte l'ensemble de la population, particulièrement celle des zones de la manœuvre, au sens de responsabilité et à la franche collaboration avec les acteurs engagés pour la réussite de cet exercice. Fin hier à l'OB, à la BOAD, de la formation sur le leadership féminin. Des certificats de fin de formation ont donc été remis après un an de cours. Il s'agit du programme Yenega. La formation est destinée à promouvoir les femmes pour qu'elles accèdent au poste de décision, selon le président de la BOAD, Serge Ekwe. Ces formations ont insisté sur la question du leadership féminin, c'est-à-dire une touche tout à fait particulière pour faire en sorte qu'elle puisse très vite non seulement atteindre les organes décisionnels, les structures où les décisions se prennent, mais également les structures où les décisions se conçoivent, mûrissent. La BOAD doit refléter le poids des femmes dans l'ensemble de nos sociétés. C'est la raison pour laquelle j'ai très tôt pris la décision de pousser, favoriser, motiver les femmes pour qu'elles puissent prendre tout leur rôle au sein de notre organisation. La porte-parole des femmes formées, Cynthia Sossou, s'est confiée au micro de Nabara Nafara Nouda. Le programme de leadership au féminin de la BOAD avec HEC Paris nous a permis de renforcer beaucoup de nos compétences. Pas forcément des compétences techniques, mais aussi des compétences managériales. Ça a aussi ouvert l'appétit pour beaucoup d'entre nous d'apprendre plus et de nous affermir dans nos différents domaines de compétences. En effet, le leadership, il est appris. Il n'est pas forcément inné. Donc, à un moment dans la carrière, surtout pour les femmes, on peut se retrouver dans une certaine routine. Mais c'était un programme qui a allumé un feu dans chacune d'entre nous, de nous améliorer techniquement, mais aussi managérialement, pour faire de la BOAD l'institution de référence qu'elle est.
Ce programme a été lancé en décembre 2021 par la BOAD et l'école de management EC Paris. Il s'inscrit dans le plan stratégique 2021-2025 de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Au total, 24 cadres de cette banque ont reçu les certificats du programme YENEGA. Elles sont également des femmes leadership et elles travaillent dans les centres hospitaliers sûrement. Et il sera à nouveau opérationnel ce centre hospitalier régional de Lomé Commune au CHR Lomé Commune à Kégué. Ce CHR ouvre ses portes à la population le 2 mai prochain. Dans un premier temps, ce sont les activités ordinaires des services comme la médecine générale, la pédiatrie, les maladies infectieuses et la cardiologie qui vont reprendre. L'aménagement de la chirurgie est également au programme. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la danse. Radio Lobé, c'est une occasion pour vous faire vivre les différents rythmes du terroir, les types de danse togolaise avec Geneviève Pognon. Les danses traditionnelles au Togo et dans d'autres pays constituent une partie intégrante du patrimoine culturel d'une nation, faisant ainsi son identité. Le Togo peut donc se vanter de sa richesse folklorique. Que ce soit du nord au sud ou de l'est à l'ouest, le pays dispose d'une variété de danses. Toute une diversité de danses s'observe au sein des différentes régions du Togo. Dans la région maritime, il y a notamment Gadia Désébé, Bekon chez les Gains et Djokoto chez les Adifo. Dans la région des plateaux, l'on retrouve Tchébé exécuté dans certaines localités, la danse Akbese Bobobo dans le plateau et la danse Achikwe chez les Adja. Du côté de la centrale se révèle à Dossa la danse du couteau exécutée par les clans Traoré, Touré, Mende, Sissé et Fofana. Également, il y a Takai pratiqué par les Témoins. Dans la région de la Kara, les danses Tbol ou la danse du feu, Agbalé, Lawa, Krounima, la danse des filles vierges pratiquée par les Bassars. Kamou, Chimou et Rabier dansés par les Kabiers. Dans les savanes, il y a la danse des Kondi, encore appelée danse des Sikonsi, des Mouba, la plus pratiquée dans la région. C'est le temps des invités. Le chef de l'État, son Excellence Faure Essozonu Gnassingbé, était cette semaine à Barkwassi où il a inauguré l'Institut de formation IFAD. C'est une structure qui forme les jeunes dans l'élevage. Son directeur général est le colonel Kwanja Napo. Il est l'invité de ce journal au micro de Yao Kamake. Colonel Kwanja Napo, vous êtes le directeur général de l'IFAD de Barkwassi. Dites-nous combien de temps dure la formation dans votre centre? Les apprenants qui viennent ici pour les offres de formation déjà disponibles, ils en ont pour 3 ans et ils sortent nantis d'un baccalauréat professionnel en conduite et gestion d'une exploitation agricole avec pour option élevage. Avec un tel bac pro, ils ont toutes les portes qui leur sont ouvertes pour entrer dans le monde du travail. Avec ce bac pro, ils sont tout de suite opérationnels sur le terrain. Ils sont prêts à créer leur propre entreprise, à les gérer et à les conduire dans des bonnes conditions avec des techniques modernes d'élevage et de la transformation. Parlez-nous à présent des filières qu'on y trouve. On a plusieurs filières qui sont disponibles à l'IFAD d'élevage de Barkwassi ici, mais principalement c'est la filière bovine. Il est question de développer cette filière-là, notamment en introduisant des races améliorées afin de pouvoir contribuer au développement de la filière laitière. Vous savez, les vaches que nous avons actuellement sont de deux types. Nous avons les Borgou et les Goudali, dont la production laitière par vache infime, 1 à 2 litres par vache. Mais il est question d'améliorer la génétique de ces animaux pour avoir des races laitières
notamment en introduisant l'intelligence artificielle. Et avec cette technique, cette pratique, nos vaches pourront produire 10 à 15 litres par jour au lieu de 1 à 2 litres par jour. À part la filière laitière, bien sûr, on a la filière porcine, la filière bovine, la filière caprine, les caprins. On a aussi les volailles. Et puis, on a la transformation laitière. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une unité de transformation. Donc, on a une laiterie qui est mise en place et qui transforme le lait local. Donc, on a des produits dérivés bio. Il n'y a pas de mélange de lait en poudre dans nos produits. C'est des produits bio faits exclusivement à base de lait de vache, traits sur nos propres vaches et collectés aussi auprès des éleveurs que nous impliquons dans notre système de renforcement de la filière laitière. Nous faisons l'élevage moderne, mais nous associons aussi l'élevage traditionnel. Donc, les techniciens que nous allons faire sortir au bout de 3 ans de formation vont aider à booster l'élevage auprès des producteurs de bovins, les producteurs de petits ruminants, les producteurs de volailles, et pourront profiter des nouvelles techniques apprises qu'ils vont pouvoir partager avec les autres éleveurs sur le terrain. Ensuite aussi, on a une laiterie qui a besoin de transformer 1000 litres de lait par jour. Actuellement, nous ne sommes pas capables, avec les vaches que nous avons, de collecter les 1000 litres. Alors, nous mettons à contribution les éleveurs voisins auprès desquels nous collectons le lait. Et si on collecte le lait, vu que nous voulons que le lait soit de bonne qualité, nous les aidons justement dans les soins sanitaires pour leurs animaux afin de pouvoir avoir du lait de bonne qualité. Nous les conseillons aussi en matière d'alimentation de leurs animaux pour pouvoir produire suffisamment de lait. Bref, les techniques que nos apprenants apprennent, ils seront prêts à les divulguer, à les partager avec le reste des éleveurs qui sont sur le terrain. À part la formation initiale qui dure 3 ans, nous avons des offres de formation modulaires et certifiantes de courte durée et les éleveurs du milieu peuvent passer ici dès que nous aurons ouvert ces offres de formation et passeront pour 2 semaines, 3 semaines, 3 mois pour faire des formations modulaires de courte durée et afin de pouvoir améliorer les rendements au niveau de leur bétail. Les producteurs manquent de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Et je crois qu'en créant cette école, les jeunes qui sont là vont s'approprier ces nouvelles méthodes et à leur tour, après, ils vont les partager avec les producteurs sur le terrain. Ensuite, les jeunes qui sont là, ils sortent nantis de leur bac professionnel. Donc, comme je l'ai dit au départ, ils sont prêts à travailler sur le terrain. Ils ne vont pas travailler seuls, ils vont recruter des jeunes aussi qu'ils vont former sur le tas afin de pouvoir travailler ensemble avec eux pour booster la production nationale en général. Quels sont les débouchés qui s'offrent à vos apprenants à l'issue de leur formation? Il faut dire aujourd'hui que nous importons pratiquement 70 à 115% des produits laitiers et carnés. Ça veut dire que nous ne produisons que 20 à 25%. Donc l'objectif visé est il faut qu'on produise beaucoup plus et qu'on importe beaucoup moins. Avec les IFAD, je crois que c'est bien lancé et au bout de certain nombre d'années, peut-être après 3, 4, 5 ans, nous pouvons être à même de renverser cette tendance-là. Pour l'instant, le produit transformé est vendu à l'intérieur et les gens aiment beaucoup nos produits parce qu'ils sont bio. En matière de produits, il faut dire que nous faisons le lait pasteurisé entier, du fromage ricotta. Nous fabriquons aussi dans notre laiterie des yaourts, 2 types de yaourts, le yaourt à boire et puis le yaourt ferme. Que pouvez-vous nous dire de vos impressions après l'inauguration de ce centre IFAD Barkwasi par le président de la République? Avec cette inauguration faite par le chef de l'État lui-même, et ça va donner beaucoup plus d'éclat à ce que nous faisons ici. Certains jeunes qui sont encore indécis et qui pensent que l'IFAD peut-être ne va pas aller loin, ils vont comprendre que si les plus hautes autorités accordent de l'importance à la chose, c'est qu'il y a de l'avenir là-bas. Et pour cela, j'invite vraiment les jeunes à s'intéresser à ce qui se fait dans les IFAD. En réalité, dans les IFAD, c'est la formation professionnelle. C'est la formation professionnelle et qui est faite en alternance. C'est-à-dire qu'il y a une partie des cours qui est faite théoriquement dans les classes et l'autre partie est faite à la ferme, dans une ferme intégrée, et la formation devient complète avec la théorie en classe et la pratique à la ferme. Je crois qu'il n'y a pas meilleur qu'une telle formation. Elle est complète, elle est pratique et elle est utile. Et au bout de 3 ans, les apprenants sont prêts à travailler
sur le terrain. Et pour finir, mon colonel, reste-t-il encore quelque chose à réaliser pour le compte de ce centre? Tout ce qui est prévu dans le projet est réalisé. Il nous appartient maintenant seulement de concrétiser les choses, d'atteindre nos objectifs et à la longue, envisager la montée en puissance. On envisagera la montée en puissance au bout de 2 à 3 ans. Actuellement, le centre dépend de l'État. Dès que nous allons amorcer la montée en puissance, on va plus tendre la main à l'État pour nos financements. On va pouvoir s'autofinancer et fonctionner normalement sans attendre forcément l'accompagnement de l'État. Colonel Kpandja Napo, directeur général de l'IFAD Barkwasi, merci. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Le président de la République, Faure Essozome-Gnassingbé, était face à 2 journalistes jeudi dernier. Au cours de cet entretien, les échanges ont porté sur la lutte contre les menaces sécuritaires, l'organisation des prochaines élections, l'économie, l'emploi. Revenons sur l'intégralité de ces échanges. Excellence, Monsieur le Président de la République, bonjour et merci de nous recevoir pour cet entretien dans le cadre de la commémoration de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Voici 63 ans et j'ai le plaisir de co-diriger cet entretien avec vous, Charlotte Médéoué-Guézéré. Bonjour Monsieur le Président, merci de ce grand honneur que vous faites à la presse togolaise dans cette date symbolique du 27 avril. C'est moi qui vous remercie. Je crois pouvoir dire que j'ai entendu les reproches qu'on me faisait sur l'absence d'entretien avec les médias du pays. J'avais l'habitude de faire un discours, j'ai décidé cette fois-ci de rompre avec cette tradition et peut-être avoir un échange un peu plus vivant. Je pense que New York TV a fait la fierté de notre pays cette année en diffusant les matchs de la Coupe du Monde et en tant que j'étais très fier à ce moment-là et c'est pour moi une forme de reconnaissance à ce beau succès et à cette belle réussite. Merci, Monsieur le Président. Vous venez d'assister à un imposant défilé militaire pour marquer la célébration du 27 avril. Et à l'occasion, nous avons vu des forces de défense et de sécurité afficher une hargne pour défendre la patrie contre l'ennemi. Ces forces qui sont d'ailleurs en première ligne pour contrer la menace djihadiste. Quelles sont les nouvelles du front, Monsieur le Président? À quoi exactement les Togolais doivent-ils s'attendre? Vous savez que j'ai souvent eu l'habitude de commencer mes discours en félicitant et en encourageant les forces de l'ordre. Parce que je sais que sans la paix et la sécurité, aucun pays ne peut se développer, en tout cas pas le nôtre. Je sais aussi que c'est un acquis qui est toujours précaire. Nous-mêmes, nous avons envoyé des militaires pour les opérations de maintien de la paix ailleurs. Nous savions ce qui se passait et ce qui se passe toujours dans la sous-région. Aujourd'hui, ce qui nous arrive est une forme d'agression par 2 groupes, je crois. Un s'appelle l'État islamique au Grand Sahara et l'autre, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. 2 organisations terroristes qui attaquent notre pays et avant notre pays ont attaqué des pays de la sous-région, dans le Sahel. Cette attaque est une forme de guerre, parce que vous connaissez le côté pacifique des Togolais. Ça a toujours été notre volonté de vivre en bonne intelligence avec nos voisins et d'accueillir avec beaucoup d'hospitalité et de gentillesse ceux qui viennent vers nous. Mais nous avons une obligation, c'est de défendre notre pays. Depuis cette attaque, nous avons payé un prix lourd, notamment les forces de défense et de sécurité, qui ont perdu à peu près une 40aine d'hommes, et malheureusement, des victimes civiles qui viennent s'ajouter à peu près une centaine de victimes civiles dans notre pays. Donc vous voyez que ce n'est pas exagéré de parler de guerre, ce n'est pas une guerre continue, mais ce sont des attaques meurtrières, des destructions, des familles endeuillées. Donc, c'est pas parce que cela se fait de façon sporadique qu'il faut baisser la garde ou se laisser endormir. Je sais que quand on est dans la capitale et qu'on mène une vie normale, on a l'impression que ce sont des incidents isolés. Ce ne sont pas des incidents isolés.
Parce que pour contrer ce genre d'attaque, c'est une vigilance de tous les instants. Vous pouvez rester 1 mois, 2 mois sans attaque et puis une attaque meurtrière survient. Deuxièmement, vous connaissez notre ambition pour l'intégration. Et ce qui se passe chez nos voisins du Nord, de l'Est, ou même un peu plus loin, nous impacte forcément. Nous avons des Togolais qui vivent là-bas. Nous commerçons avec ces pays-là. Donc, même s'il n'y avait pas eu des attaques au Togo, nous subirions un peu les conséquences de ces attaques. Face à cela, nous avons mis en place une stratégie sur 3 pieds. La première, naturellement, c'est de nous défendre par les armes, parce que nos hommes sont attaqués, nos hommes sont tués. Et nous avons lancé l'opération Kunjuare, qui a changé de posture. C'était une posture préventive d'abord, après défensive, et maintenant, de temps en temps, nous sommes aussi à l'offensive. Et ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de communiqué que nous n'avons pas de succès. Nous avons des succès, mais il y a quelque chose d'indécent à célébrer la mort d'une personne, parce que nous avons encore ces valeurs-là, le sens de l'humanité. Donc nous taisons cela. Deuxièmement, le CIPLEV. Donc, essayer de déradicaliser ou de prévenir la radicalisation des populations, parce que ce sont des hommes, des jeunes qui sont utilisés pour mener ces attaques-là. Troisièmement, le plan d'urgence pour la résilience de ces populations. Nous avons été obligés, ce n'était pas une volonté, nous ne l'avons pas fait avec plaisir, de déplacer certaines populations pour mieux protéger la frontière. Vous connaissez la caractéristique de nos frontières qui sont souvent poreuses. Voilà. Donc on a déplacé des gens. Il y a à peu moins de 12 000 qui ont été déplacés. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle parfois des réfugiés intérieurs. Donc ces personnes qui ont été déplacées sont pour l'instant dans des familles et nous avons renforcé les infrastructures sanitaires, éducatives pour les mettre un peu à l'aise et apporter des vivres. Nous avons accueilli aussi des réfugiés étrangers dans notre pays et parmi les victimes dont j'ai parlé, la centaine, il y a pratiquement la moitié qui ne sont pas des Togolais en quelque sorte. Et nous avons quelques Togolais qui sont à l'extérieur aussi. Donc il y en a à peu près 2000. Donc comme la période des examens approche, notre souci est que les élèves qui sont dans cette population puissent revenir et passer les examens pour que l'avenir ne soit pas perdu. Donc vous prenez des mesures spécifiques aussi pour rassurer ceux qui sont restés sur place. Nous les protégeons et nous devons nous satisfaire de la bonne entente qu'il y a avec les populations. Ce n'est pas un combat qui se mène seulement par les armes, mais on a besoin du soutien de la population. De ce côté-là, une bonne entente. Mais si je dois compléter, c'est qu'il y a aussi des conséquences économiques. Donc nous avons dû renforcer les investissements en matière de sécurité. Nous l'avions déjà fait avec la loi de programmation militaire, mais cette loi n'est plus adaptée parce que la menace a changé de nature. Donc nous allons certainement demander dans les semaines qui vont venir. Donc à quoi les Togolais doivent s'attendre, pour revenir à votre question, à un combat long. Avec des périodes de drame, parce que c'est inévitable quand tu as la guerre, mais je puis assurer mes compatriotes que au bout il y aura la victoire. Ça, nous sommes déterminés à réduire ces bandes armées. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, la situation dans la région des savanes a obligé certains de la population à se déplacer. Mais comment encourager ceux qui n'ont pas encore fait le chemin retour à rejoindre le territoire? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils sont peu nombreux, il y a à peu près 2000. Donc, quand je dis 2000, c'est toute la famille. Donc, notre souci aujourd'hui, c'est que l'année ne soit pas perdue pour les élèves qui ont dû partir. Donc, vu leur nombre limité, je pense que nous allons pouvoir le faire en discutant avec les autorités des pays d'accueil. Oui. Monsieur le Président, nous allons aborder le chapitre économie, la conjoncture
demeure marquée par l'inflation. La tendance des prix des denrées de première nécessité est toujours à la hausse sur les marchés. Les Togolais continuent de serrer durement les ceintures. Le gouvernement prend certes des mesures, mais vraiment pas d'amélioration significative. Jusqu'à quand cela durera-t-il, Monsieur le Président? D'abord, je ne vous apprends rien en disant que c'est un phénomène, disons, mondial. Après la crise de la Covid-19, il y a eu une succession de crises et ce qui a entraîné cette augmentation des prix. Deuxièmement, c'est essentiellement une inflation importée aux 2 tiers, même s'il y a quand même 33% qui touche les produits que nous avons ici localement. Généralement, quand il y a un choc comme ça, parce que c'en est un, c'est-à-dire qu'un événement qui n'était pas anticipé, mais qui survient, ce que nous faisons, les États font, c'est de recourir aux subventions. C'est ce que nous avons fait avec les augmentations avec des salaires et avec des subventions aussi sur les produits pétroliers, les produits gaziers. Ça nous a coûté extrêmement cher. Donc, je crois que nous avons dû dépenser la centaine de milliards. Mais vous voyez que ce n'est pas soutenable. C'est pas un effort qui peut être renouvelé chaque année. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de produire autant que faire se peut ce qu'on consomme pour être moins dépendant de l'extérieur, notamment en matière de produits alimentaires. Et c'est pour cela que vous avez vu que nous avons relancé, amplifié notre intérêt pour la question agricole. Voilà. Donc, ce que je peux dire aux Togolais, une bonne partie du phénomène trouve sa solution ici sur le sol togolais. Je pense que nous créons les conditions pour que l'agriculture ne soit plus ce métier pénible, un peu parfois méprisé. C'est-à-dire, on dit, c'est comme si ce sont ceux qui sont à la campagne qui doivent se donner à la terre, à une agriculture de subsistance. Mais que l'agriculteur change de statut social, devienne un entrepreneur. Donc, rendre d'abord le métier attractif. Je dis souvent à mes collaborateurs que nous n'avons jamais, quand on dit que quelqu'un est riche au Togo, c'est rarement pour les questions agricoles. Alors, demain, si on dit qu'il y a un Togolais agriculteur qui est multimillionnaire ou milliardaire, parce que ça peut arriver, ce serait un exemple pour la jeunesse. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question-là. Vraiment, profitons de cette crise. Une crise, elle est toujours douloureuse, mais c'est aussi des opportunités. Et celle d'aujourd'hui, à mon sens, cette opportunité est plutôt agricole. On va revenir tout à l'heure sur la question de l'agriculture. Et parmi ces mesures d'atténuation de la vie chère, Monsieur le Président, certaines ne sont pas suivies d'effet. Par exemple, les 3 milliards de transferts monétaires directs pour l'achat des fournitures scolaires ou encore les 2,5 milliards de subventions pour l'acquisition de manuels d'écriture et de lecture. Voilà 2 mesures annoncées, mais apparemment non suivies d'effet. Oui, mais que s'est-il passé exactement, Monsieur le Président? Merci. Bon, d'abord, relativisons. Je vous ai dit qu'on a dépassé la centaine de milliards pour les mesures que nous avons prises. C'est le coût, un peu plus de là. Donc, 5 milliards, on parle de 5%. Je plaide coupable pour les 3 milliards, mais je vais m'expliquer. Ce qui s'est passé pour les 3 milliards, souvent quand vous prenez des mesures comme ça, elles différencient, elles touchent tout le monde. Mais est-ce que tout le monde avait besoin de ces 3 milliards-là? En l'occurrence, c'était pour acheter des fournitures scolaires, notamment des cahiers. Et il y a eu un débat au sein du gouvernement, à qui donner, à qui ne pas donner. Puisque où on donne à tout le monde, où on donne. Donc nous sommes restés perdus dans cette espèce de débat. C'est pour ça que je dis que je plaide coupable. Mais j'ai vérifié avec le ministre des Finances, les fonds sont là. Et ils trouveront forcément un usage, si ce n'est pas maintenant, un peu plus tard. Donc la promesse, elle n'est pas encore réalisée, mais je peux vous assurer qu'elle n'est pas oubliée. Et cela m'amène à évoquer une autre question. C'est que vous prenez par exemple les subventions de produits pétroliers. Comment faire pour que les subventions aillent à ceux qui en ont réellement besoin? C'est un vrai débat. Parce que quand elles touchent tout le monde, quand tout le monde en profite, ça devient lourd. Et ceux qui en ont réellement besoin trouvent toujours que c'est insuffisant.
par rapport à leurs besoins. Et ceux qui n'en ont pas besoin n'ont pas l'impression que le gouvernement a fait quelque chose pour eux. Donc nous sommes en train de réfléchir à cette solution. Pour les 2,5 milliards, c'est en cours de réalisation. Malheureusement, c'est les finances publiques, il a fallu lancer un appel d'offres, recruter 4 cabinets, et donc ces manuels scolaires ont commencé à être distribués dans certaines régions. Nous commençons par les régions les plus défavorisées, donc par la région des Savanes. Et donc, je puis vous assurer que ces manuels-là seront distribués. Il faut tirer la leçon pour que les prochaines fois, les élèves puissent avoir ces manuels un peu plus tôt. Voilà. Monsieur le Président, nous allons revenir sur la question de l'agriculture. Vous l'avez annoncé en début d'année dans votre adresse à la nation et là, vous avez tenu parole en organisant la première édition du Forum national des producteurs du Togo. Les FOPAT qui viennent de s'achever avec l'étape de la région de la COSA. Mais pourquoi tant d'intérêt pour l'agriculture? Est-ce que cela vient des enseignements tirés des grands bouleversements mondiaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la crise de la Covid-19 ou la guerre Russie-Ukraine? C'est une des raisons. Mais la principale... ce qui nous a vraiment décidé à le faire, c'est que nous nous sommes rendus compte que nos compatriotes ne tiraient pas suffisamment profit de notre agriculture. Et pourtant, nous avons beaucoup investi. Les partenaires nous ont soutenus dans ce domaine-là. Et quand nous avons décidé, vous savez, nous avons ce qu'on appelle la feuille de route, axe 1, l'axe 2, c'était la création d'emplois. Et cette création d'emplois est basée sur la transformation de nos produits. On appelait ça les forces de l'économie. Les mines, en quelques-unes, et l'agriculture. Mais quand les investisseurs frappaient à la porte et que nous avons commencé à regarder, nous avons une production certes abondante, mais pour faire une industrie, il faut un flux continu. Vous ne pouvez pas dire, j'installe une usine de transformation de tomates, elle va tourner au moment des récoltes, et puis après elle va s'arrêter. Ce n'est pas possible. Donc, où sont les produits qui vont être envoyés des zones rurales vers la ville, où nous allons créer des emplois. Donc, c'est comme ça que nous sommes dit, pour augmenter de façon significative cette production agricole, il fallait prendre certaines mesures. Mais il faut pas que c'était surtout c'est une approche, c'est une méthode. C'est de dire que ce ne sont pas les partenaires financiers qui doivent décider de notre politique agricole ou de nos filières. Ce n'est pas le gouvernement seul dans son coin, mais c'est avec le producteur. Le producteur doit être au centre. Parce que nous avons tenté des expériences avec les agriculteurs. Vous savez, il y a eu quelques expériences assez douloureuses qui ont pris des produits, les paysans étaient livrés à eux-mêmes. Donc nous essayons de corriger tous ces défauts-là en mettant parce que nous avons besoin du producteur. Nous avons le grand projet de l'agropole de Kara, où nous invitons des investisseurs privés aussi. Donc, vous avez vu que certains ont annoncé déjà des investissements dans cette zone-là. Donc, essentiellement, c'est pour que nous ayons une chaîne de valeur beaucoup plus longue. C'est que non pas exporter nos produits comme le soja, mais les transformer pour que les emplois restent dans notre pays. Mais deuxièmement, c'est vraiment ce que j'ai appelé un peu avec la souveraineté alimentaire, pour montrer que nous devons produire ce que nous consommons dans notre pays. Ce que nous aimons, nous devons l'avoir à disposition dans notre pays. Mais pour cela, il faut que les agriculteurs aient des revenus, amélioration de leur niveau de vie, de leurs conditions de vie, et qu'ils deviennent aussi des consommateurs. Voilà. Qu'il n'y ait pas toujours ce mouvement que nous voyons d'exode rural, les gens quittent la campagne vers pour la ville. Voilà. Donc c'est plutôt les raisons qui ont entraîné ce regain d'intérêt pour l'agriculture. Nous allons rester sur le secteur de l'agriculture, Monsieur le Président. Beaucoup d'ambition et d'action en perspective, mais un péril récurrent continue de mettre en danger le travail des agriculteurs, c'est la transhumance. Y a-t-il, Monsieur le Président, une solution aux dévastations de cultures et au conflit entre bouviers et paysans? Il y a une solution, mais c'est une solution qui doit être régionale, parce que la transhumance, naturellement,
elle est organisée dans le cadre de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui, constatant les problèmes de dérèglement, de changement climatique, les sécheresses, on sait très bien que les éleveurs en saison sèche ont besoin de venir vers le sud pour leur pâturage. Donc, on définit des couloirs. C'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays côtiers. Oui. Mais ces derniers temps, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'affrontements entre les éleveurs et les producteurs. C'est un phénomène qu'on rencontre dans beaucoup de pays. Donc la solution transitoire que nous trouvons, c'est de faire ce qu'on appelle on a parlé de ZAP, des parcs en quelque sorte. Des parcs parce que pourquoi les gens font la transhumance? Pour 3 raisons essentiellement. 1, le pâturage. Deuxièmement, l'eau. Et troisièmement, les problèmes de maladie du bétail. C'est-à-dire que quand un bétail s'installe sur une zone, après, les animaux contaminent cette zone-là. Donc, il faut des vétérinaires pour les soigner, etc. Donc, dans ces parcs-là qui sont grands, c'est l'expérience que nous voulons tenter dans notre pays. Les transhumants, quand ils viendront, seront conduits dans ces grands parcs et ils auront le pâturage. Donc, ça aussi, ça va offrir de la main-d'œuvre à certains de nos concitoyens. On fera des retenues d'eau pour que le bétail puisse s'abreuver. Si nous arrivons à faire cela, je pense que ce problème de transhumance va être réduit. Parce qu'aujourd'hui, la transhumance, malheureusement, entraîne des affrontements, parfois source de criminalité. Et donc, nous ne pouvons pas, et ça, vraiment, ça perturbe la quiétude des populations, sans parler des destructions de récoltes. Alors, au-delà de ces questions techniques, ça fait 63 ans que nous accédons à la souveraineté internationale. Quel est le cap que vous fixez? Où allons-nous, Monsieur le Président? Donc c'est ma conception du pouvoir n'est pas un guide qui fixe un cap. C'est plutôt une aventure collective. Et c'est pour ça que, vous vous souvenez, nous avons fait le PND en 2018. Programme national de développement. Voilà. Et après, on parlait de feuille de route. On se demande c'est quoi PND, pourquoi, voilà. C'est parce que quand nous avons fait le PND, d'abord, l'avons élaboré, pendant la campagne, les messages que nous avons reçus n'étaient pas tout à fait alignés à ce qui était dans le PND. Donc, c'est l'ajustement du PND qui a donné la feuille de route. Et comme nous sommes un peu tenus par le calendrier politique, nous avons mis ça dans la période 20-25. Qu'est-ce que nous avons entraîné aux populations? Il y a certains besoins qui doivent être satisfaits. Nos populations, nous l'avons bien entendu, tous ceux qui ont passé à la campagne. Donc c'est pour ça que nous avons dit, fixons nos cap, disons que quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation et la fibre, Internet, quoi, comme on dit. Donc ça, des besoins sociaux, pour que on ne dise pas que depuis 63, ne dise pas que mes grands-parents n'avaient pas eu d'eau, mes parents n'en ont pas eu, je n'en aurai pas. Il faut quand même y avoir un sens du progrès. Donc ça, c'est un peu, c'est ce que nous avons senti comme. Deuxièmement, la question de l'emploi. Les jeunes diplômés sans emploi, c'est vrai que on le dit, nous nous plaignons comme ça, mais c'est pas, l'État ne crée pas des emplois. L'État crée des conditions pour qu'il y ait des investissements qui eux-mêmes vont générer des emplois. Donc, ces emplois-là, nous devons faire attention à ce qu'ils ne soient pas précaires. Parce que ça aussi, on voit des jeunes qui viennent en ville et qui sont essentiellement dans l'informel et qui vivent au jour le jour. Il faut sortir de cette réalité-là. Et c'est possible de le faire. L'informel n'arrange personne. Si on dit, comme je disais tout à l'heure, gouverner, c'est aussi servir. Pour servir quelqu'un, il faut connaître cette personne-là. C'est pour ça que nous lançons le grand projet, que nous avons offert une identité à chaque personne. C'est quand on voit Kodjo, on sait que Kodjo est marié ou célibataire, orphelin ou pas, élève ou pas. Voilà les revenus à peu près qu'il a, et voilà à quoi il a droit, en termes d'effort de solidarité, assurance maladie, allocation. Pourquoi je parlais tout à l'heure de cette façon un peu large de distribuer les subventions qui pèsent sur le budget de l'État, mais
celui qui a vraiment besoin de ces subventions n'est pas satisfait parce qu'il n'a pas suffisamment, et celui qui n'en a pas besoin se dit bon, on me donne, je prends, mais j'en ai pas forcément besoin. Donc c'est ce que nous voulons faire en créant le registre social, en connaissant mieux notre population. Et je profite pour dire à la population que c'est vrai, nous avons eu le recensement général, nous aurons le recensement électoral, il y aura un troisième pour offrir une carte biométrique à chaque Togolais pour que nous puissions vraiment être efficaces dans notre politique de protection sociale. Monsieur le Président, vous avez évoqué la jeunesse. Oui. Permettez que j'évoque les femmes. Oui. Dans l'espace IOMOA, le Togo est plutôt bon élève en matière de promotion du genre. Est-ce que le gouvernement compte faire davantage? Oui, nous comptons faire davantage parce que quand moi je vois les programmes, les projets qui sont initiés, je suis surpris, mais les hommes me pardonneront, par l'engagement des femmes. Elles y croient et en fait, ce sont elles qui font le succès de certains projets. Bon, la plupart des projets qui sont liés au développement de la base, aux secteurs sociaux, les femmes sont engagées, elles sont dynamiques. Je les encouragerai à peut-être sauter le pas, à faire un peu plus, à s'engager un peu plus dans les affaires de la cité, pour ne pas dire de la politique. Nous avons les élections locales. Je pense que les femmes apporteraient un plus qualitatif à la gestion de nos affaires. Sur le plan politique, que pense le chef de l'État des remous dans la classe politique à l'approche des élections? Quel est votre message? Et régional. En cette année 2023, quel est votre message aux acteurs politiques du Togo et à l'ensemble des citoyens? Bon, je pense il fut un temps, élection était synonyme d'inquiétude dans notre pays. Dieu merci, nous avons fait des progrès. Nous avons eu pas mal d'élections, on a fait plusieurs élections apaisées. Mais ce débat, il est normal. Et en réalité, il est habituel. À chaque fois qu'on s'approche de ces échanges électoraux, il y a un petit peu d'agitation, un peu plus de bruit. Nous avons essayé de prévenir cela en organisant, en faisant un dialogue avec les acteurs de la classe politique. Aujourd'hui, d'autres revendications surviennent. Je ne fais pas polémiquer. Ce que je veux dire, c'est que en politique, il faut avoir le sens du compromis. Quand on s'assoit et qu'on a le même objectif, c'est-à-dire la conquête du pouvoir, c'est normal que chacun ait sa stratégie. Et puis, il y a aussi une part de posture. Donc, parfois, quand on a des problèmes dans son parti, on essaie de l'extérioriser autrement, faire des revendications en disant ceci ou cela. Je pense que nous avons un cadre électoral qui est ce qu'il est. Il n'est pas parfait parce que la perfection n'existe pas. Mais quand nous nous comparons aux autres, je crois que nous n'avons pas à rougir. Il n'y a rien, on n'est pas meilleur que les autres, mais on n'est pas pire que les autres. Donc, je crois qu'il faut être serein, battre campagne, et s'il y a une volonté commune au sein de la classe politique de faire encore quelques changements de cadre électoral, pourquoi pas, nous nous appuierons. Mais je ne pense pas qu'il puisse avoir des actions, des actes unis de façon comme ça unilatérale, ou de nous, ou du gouvernement, ou de la majorité, ou alors de l'opposition. C'est nécessairement dans le dialogue que nous pouvons trouver une solution. Nous allons également aborder la diplomatie de la paix dans cet entretien exclusif. Monsieur le Président, un certain nombre de vos succès en matière de politique étrangère contribuent à renforcer le prestige du Togo sur la scène internationale. Je pense en particulier à l'affaire dite des 49 soldats ivoiriens. Quelle est votre recette pour réussir là où plusieurs s'essayent en vain? Non, bon, c'est gênant de parler de ce succès. Je crois pouvoir dire que le Togo attire de la sympathie quand même. On aime bien le Togo. Notre pays, et ça c'est pas moi. Je crois que nous sommes un pays pas très grand, nous n'avons pas d'ennemis déclarés, nous essayons de nous entendre avec tout le monde. Donc ça crée un a priori positif. Nous avons eu la confiance des deux parties. Nous avons eu la confiance du président Ouattara, et que je remercie, et nous avons eu la confiance du président Goïta. Donc ça a permis d'arriver à un compromis qui ne fut pas facile, parce que c'était une question
assez difficile, assez douloureuse. Vous savez, quand il n'y a pas de confiance entre deux parties, c'est difficile de trouver un compromis parce qu'on prête toujours des arrière-pensées à l'autre. Donc, le rôle que nous avons eu, et nous avons aussi été, pardon, c'est pas le Togo, c'est moi seul, le Togo seul qui l'a fait. Nous avons quand même, parce que ça a duré quoi, quelques mois quand même cette affaire, hein, depuis le mois de juillet jusqu'à la libération. Nous avons d'autres aussi, des petites mains ont aidé. Et nous n'avons pas voulu avoir un rôle exclusif, même s'il a été déterminant. Donc j'associerai toutes ces mains à ce succès-là. Je ne pourrais pas en dire plus. Voilà. Le succès salué à Bamako, aussi bien à Bamako qu'à Abidjan. Une dernière question, Monsieur le Président. Avant le Mali, vous avez fait le choix de diversifier les partenaires extérieurs du Togo, la Chine, le Japon, la Russie, la France, les États-Unis, le Commonwealth. Oui. Bref, mais pourquoi avoir fait ce choix stratégique du multilatéralisme? Est-ce que c'est payant pour le Togo? Je crois que c'est payant. Je crois que c'est payant. Il y a d'abord, nous, vous voyez, notre pays, nous sommes un pays à dimension plutôt modeste. Nous sommes travailleurs et nous accueillons tout le monde. Et quand les gens viennent au Togo, ils se sentent bien. Mais en même temps, nous n'avons pas, nous ne sommes pas un grand pays minier, etc. Donc, ce que nous voulons, et nous le cherchons partout et nous le prenons là où nous le trouvons. Que ce soit avec la France, les Anglais, nous diversifions. Parce que nous savons que par le travail, par la créativité, nous allons pouvoir trouver des solutions. Et que si nous avons un problème ici au Togo, je pense que quelque part dans le monde, quelqu'un a eu le problème à trouver une solution. Nous faisons, vous avez parlé des grands pays, mais nous faisons aussi avec certains pays africains, de la sous-région même, nous regardons les bonnes pratiques, nous faisons des benchmarks, et nous essayons de. Donc c'est un peu cette, je dirais pas, ouais, c'est un peu cette philosophie qui guide mon action. Et puis le souci d'être indépendant, de ne pas être perçu comme étant irrémédiablement lié à quelqu'un, le suivant. Non. Ce qui compte, c'est l'intérêt des Togolais. Et donc, et si cet intérêt des Togolais commande certains choix, même difficiles, nous donnons priorité aux intérêts des Togolais. Et c'est pour ça que nous le faisons. Et puis bon, comme je dis, parfois, c'est la chance d'avoir la taille que nous avons. Hein. Quand on a un pays avec des ressources stratégiques, on est convoité par des puissances, mais... Les oiseaux les plus gros ne sont pas les voilà, plus beaux. Absolument. Donc c'est un petit peu cela. Et nous allons continuer, je pense. Hein. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci de votre aimable disponibilité. Merci aussi à vous pour ce premier entretien et je renouvelle une fois mes félicitations à New World TV et à toute son équipe. Et puis, je voudrais souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à tous nos compatriotes. Vous savez, pour moi, l'indépendance, c'est une fierté. La fierté d'être Togolais. Bon, l'entretien se termine sur des propos plutôt de jeu pour nous. C'est une reconnaissance pour ceux qui ont pu se battre pour que nous ayons cette indépendance-là. Mais c'est aussi un moment, c'est pour ça que sur certaines questions, il y a eu des manquements, je l'ai reconnu. C'est aussi un moment de faire le bilan et essayer de se dire qu'on va aller dans le sens du progrès, on va améliorer les choses. Parce que la vie n'est pas facile, les gens se serrent des ceintures, mais c'est par le fort, le travail que nous allons pouvoir nous en sortir. Et puis, toujours une pensée pour ceux qui sont en difficulté, soit par la maladie, le deuil, ou une pensée pour eux, une prière pour eux, et nous confier tous à Dieu le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Bonne fête. Merci. Bonne fête à vous aussi. Merci, Monsieur le Président. Nous allons aux Échos du Palais. Le proxénétisme est un acte illégal qui consiste à favoriser ou à générer des profits sur l'activité de prostitution d'autrui. Il est sévèrement puni par la loi. Dame, Afi, revendeuse, mariée et mère de 2 enfants est tombée sous le coup de la loi. Le récit des faits avec Hélène Assabi.
Nous sommes en août 2021. Damafi, demeurant et domicilié à Bintou au Burkina Faso, contacte son beau-père Tcha pour lui demander de lui trouver des jeunes filles pour travailler dans son bar si à Bintou. Par le biais de sa nièce Mazalo, qui était intéressée par ce travail, Tcha réussit à mettre en contact les jeunes filles Odile, Brigitte, Kuchukalo et Rodalo, qui acceptent aussi de faire le même travail. La mise en cause leur fit prendre un transport en commun de Kara, leur lieu de résidence, à Saint-Cassé, où elle les récupère pour les conduire à leur lieu de travail. Quelques jours après leur arrivée à Bintou, les victimes s'échappent pour trouver refuge à Saint-Cassé, où elles saisirent le commissariat de police de Saint-Cassé pour prosélytisme, en ce que la mise en cause leur avait proposé d'entretenir des relations sexuelles avec des inconnus contre paiement de sommes d'argent. Elles ont expliqué aux agents enquêteurs que leur patronne les avait conduits dans un bar situé dans une brousse à proximité d'un site d'extraction d'or pour les livrer au prosélytisme. Interrogée aussi bien lors de l'enquête préliminaire que devant le juge instructeur, Damafi nia les faits mis à sa charge, mais elle finit par les reconnaître implicitement en demandant pardon. Amenée devant la cour d'assises pour y être jugée, l'accusé est reconnu non coupable et est donc acquitté. À samedi prochain. Nous terminons notre rendez-vous avec la revue de presse, le recensement électoral qui a démarré aujourd'hui même et le 63e anniversaire de l'indépendance. Ce sont des sujets qui retiennent l'attention des parutions. Revue de presse, Léontine Atogima. Un défilé sous le signe de la lutte contre la pauvreté et l'extrémisme violent a marqué la célébration du 27 avril 2023. C'est le constat de Togo Matin. Le quotidien privé a rappelé le contexte dans lequel s'est déroulé le défilé, notamment un contexte marqué par l'extrémisme violent et le terrorisme. Selon le journal, la menace est toujours importante aux frontières du pays. Le président et son gouvernement refusent de se laisser distraire. Ils poursuivent les actions en faveur du développement et de la paix. Et le chef de l'État l'a martelé, renchérit l'Union pour la patrie. Pour contrer les attaques terroristes, c'est une vigilance de tous les jours. Pour faire face à cette guerre, le bi-hebdomadaire relève la stratégie sur 3 pieds énoncée par le chef de l'État. Il s'agit bien évidemment de la préventive, ensuite la défensive et maintenant l'offensive. Nous sommes déterminés à réduire ces bandes armées, à asséner Fort Gnassingbé, rapporte l'Union pour la patrie. Arakiri revient sur les propos du chef de l'État tout en rappelant qu'ils ont été tenus lors d'un entretien exclusif de Fort Gnassingbé avec la presse. La surprise de cette année, car d'après le bimensuel, le format de l'adresse à la nation a changé. Cet entretien fut un exercice inédit et rarement pratiqué au Togo. Arakiri se réjouit alors de cette innovation pour avoir senti le président de la République à l'aise dans cet exercice. On n'est pas meilleur que les autres, mais on n'est pas aussi pire que les autres, est cette phrase du chef de l'État qui a été décortiquée par le 2e numéro du mois de la parution. Enfin, Dr Lafié, l'hôpital de référence tant entendu, s'exclame l'intelligent. L'évêque de la nation confirme l'hôpital de référence Dr Lafié est désormais opérationnel. Il est le symbole de la modernisation du système de santé, rajoute Symphonie, tout comme correspondant Actu, qui rassure qu'il ne s'agit pas d'un rêve, vu le haut standing de cette nouvelle infrastructure sanitaire. À ce propos, la question que se pose la lanterne est celle-ci. L'hôpital Dr Lafié serait-il également accessible aux pauvres? Pour finir, le recensement électoral en vue des prochaines échéances électorales a démarré ce samedi, informe les parutions. Les Togolais en âge de voter sont invités à se faire enrôler à partir de ce 29 avril, ce jusqu'au 3 juin prochain. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg